Voilà, on enchaîne avec la dernière keynote, la der des der, puisque le Paris Retail Week arrive à son terme. Ce n'est pas la moindre des keynotes, puisque nous allons accueillir un acteur majeur du e-commerce, vous le connaissez tous. Je veux parler du Bon Coin. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui son directeur général, France, que je vais demander de bien vouloir venir me rejoindre sur scène. Antoine, s'il te plaît. Tu as le micro juste là, tu as la zapette, à toi de jouer. Et on revient, on se retrouve tout à l'heure sur scène pour les questions-réponses. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Donc je vais vous parler du Bon Coin. Alors, beaucoup d'entre vous connaissez le Bon Coin en tant qu'utilisateur évidemment, mais je vais vous raconter un peu son histoire. Je vais vous parler aussi du marché de l'occasion et de faire peut-être quelques passerelles avec le marché du neuf. Et puis après, je vais vous parler de ce qu'on prévoit, nous, pour l'avenir, puisque la start-up a grandi et elle est en train de penser aussi à son avenir. Et puis je terminerai aussi par quelques clins d'œil avec voilà, le monde physique sur lequel on fait quelques tests. Alors, Le Bon Coin, c'est, comme vous le savez, un grand succès populaire. C'est un site qui a été lancé en 2006, qui a fêté ses 11 ans donc, cette année. Alors, ce n'est pas un concept qui vient de France, en tout cas pas complètement un concept français. C'est un concept qui est né en Suède il y a 20 ans maintenant. Il est né en Suède, il a été créé par un ingénieur, grand fan de vide-grenier de brocante, qui en 96 était déjà utilisateur d'eBay et qui n'était pas très content de cet usage. Et il s'est dit, non mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des enchères ou d'acheter en ligne. Ce que je veux, moi, c'est rencontrer des gens et faire une bonne affaire au coin de ma rue. Donc il a développé un site au sud de la Suède. Et puis il n'avait pas vraiment de prétention d'en faire un grand site, d'ailleurs, de e-commerce. Et puis ce site, rapidement, au lieu d'avoir il avait la carte du sud de région de la Suède. Et ensuite, il a mis rapidement la carte de la Suède et rapidement, avec simplement un seul, deux collaborateurs, est rentré dans le top 15 des sites suédois les plus consultés, en quelques années simplement. Et au début des années 2000, il y a un groupe de presse qui s'appelle Schibsted, alors c'est pas facile à prononcer, mais soyez gentils, c'est mon actionnaire. Schibsted a racheté le Blocket et on a bonifié l'entreprise, qui est devenue une vraie entreprise, et s'est dit, j'ai un super concept qui a cartonné en Suède, je peux peut-être l'exporter. Et donc, ils ont décidé de l'exporter en France en 2006. Alors, l'histoire de la France, c'est une histoire singulière, parce que si vous regardez bien la transaction entre particuliers en 2006, sur le papier, c'est fermé. Si on parle de biens de consommation, vous avez un acteur américain qui est présent et qui est dans les 10 sites les plus consultés en France, est très connu, fait des enchères. Il y a un autre, sur les autres segments de la petite annonce, c'est-à-dire l'immobilier, l'automobile, l'emploi, tous ces marchés-là ont déjà des leaders. Donc comment devenir leader, sachant qu'il y a vraiment des acteurs très puissants sur ces marchés? Alors ce qu'on a fait à l'époque, ce que le fondateur a fait, Olivier Zack, eh bien, en effet, il a repris la base de code de la Suède, et puis il avait un développeur à côté de lui à Paris, mais surtout, il a cassé les codes de ce marché. Il s'est dit, puisque le marché est figé, eh bien, je vais en casser ces règles. Je vais réinventer des règles que moi, je vais imposer. Donc, la première chose qu'il a mis en place, eh bien, il a mis en place la gratuité. Puisqu'il y avait un acteur qui prenait des commissions et était payant, eh bien, il a décidé de passer gratuit. Et en passant gratuit, il a aussi dit à son actionnaire, eh bien, désolé, mais je n'aurai pas de business model. En tout cas, pas en passant gratuit. Donc déjà, vous avez un actionnaire qui a suivi en disant, OK, on va essayer en modèle gratuit. Deuxième chose, il a dit, puisque c'est gratuit, il va y avoir beaucoup de volume d'annonces. Et donc, pour avoir beaucoup de volume d'annonces, derrière, il va falloir contrôler les annonces. Donc, il est allé voir son actionnaire en disant, non seulement tu n'as plus de business model, mais en plus, tu auras des coûts. Et là aussi, il a dit OK. Et puis, ils ont lancé ce site en 2006 avec un investissement marketing digital, principalement des campagnes AdWords, des campagnes display. Et puis, ils ont démarré en avril 2006. Avec quand même un concept qui avait fait ses preuves en Suède, mais avec un business model complètement différent de la Suède, c'est-à-dire pas de business model. Il n'y avait pas de business model en 2006 pour le Bon Coin. Et lancement donc en avril 2006. Là, on arrive en avril 2007. Le Bon Coin franchit son premier million de visiteurs uniques en 12 mois. Fin de l'année 2007, le Bon Coin devient le deuxième mot-clé le plus tapé sur Google.
Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un cercle vertueux qui s'est amorcé, où le bouche à oreille, l'efficacité du produit a permis à la croissance, une croissance très importante de l'audience du site. 2010, Le Bon Coin, c'est 17 salariés et toujours pas de business model. Donc là, on s'est dit comment on peut exploiter cette formidable masse d'audience. À l'époque, c'était 3 ou 4 millions de visiteurs par mois. On n'était toujours pas dans le top 50 des sites les plus consultés. Et on s'est dit, eh bien, il faut créer un business model. Donc le business model a été défini en 3 branches. La première, c'est la publicité, évidemment, parce que grande masse d'utilisateurs, intentionnistes d'achat, voilà, pertinent pour les annonceurs. Le deuxième, ce sont les offres pour les professionnels. Ils ont toujours été présents sur le site. Il y a toujours eu des professionnels sur Le Bon Coin. C'est à peu près 10% des contenus du Bon Coin. Et on s'est dit, on va les faire payer. On va leur proposer aussi des services, mais ils vont passer payants. Et puis le dernier ensemble, qui était le plus compliqué, c'était mais comment générer des revenus avec des contenus gratuits? Pas évident. Et donc on s'est dit, on va développer un modèle freemium qui avait pour objectif justement de proposer aux utilisateurs des services payants, leur proposant des services de visibilité plus importants, voilà, en échange de paiement. Donc là, on est en 2010. Quelques mois après, Le Bon Coin passe son premier cap de rentabilité mensuel. Donc au bout de quelques mois simplement. Et au bout d'un an et demi, remboursement complet des actionnaires. Voilà, donc aujourd'hui, site très rentable et business model trouvé. Voilà, donc en gros, si je vous résume ce qui est devenu Le Bon Coin 10 ans après, c'est 28 millions d'annonces, c'est à peu près aussi 27 millions de visiteurs uniques, c'est 800 000 annonces déposées par jour dans 60 catégories. Et puis c'est un positionnement d'une marque très importante en France. On se situe à peu près dans le top 5 des sites les plus consultés et on a 2/3 de notre audience aujourd'hui qui est devenue mobile. Voilà, donc ça c'est une histoire évidemment qui paraît simple comme ça, mais qui est basée sur un élément important. C'est en parallèle une explosion du marché de l'occasion et de tendances de consommation qui se sont installées auprès des Français. Alors je vais essayer de vous les balayer. Aujourd'hui, sur Le Bon Coin, vous avez à peu près 100 millions de transactions par an. C'est à peu près ce qui se produit sur Le Bon Coin. Ces transactions, elles pèsent à peu près 21 milliards d'euros de valeur. 21 milliards d'euros de transactions d'occasion sur Le Bon Coin chaque année. Et cette valeur, elle est réinjectée dans l'économie. Elle est réinjectée à travers des retombées fiscales directes, la fiscalisation de l'entreprise Le Bon Coin, c'est à peu près 77 millions d'euros de contributions fiscales et d'impôts sur les sociétés, et puis des contributions indirectes, c'est-à-dire de réinjecter cet argent dans l'économie, dans le neuf notamment, et dans la consommation traditionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près, sur ces 21 milliards, la moitié de cette somme est réinjectée dans le neuf, dans le rachat. C'est-à-dire que cette économie, qu'on a souvent parlé d'économie grise, d'économie cachée, etc., en fait, cette économie, non, elle alimente l'économie, ce qu'on appelle réelle, l'industrie du neuf, et elle la stimule. Elle l'alimente. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé qu'aujourd'hui, les Français, en général, depuis quelques années, ont pris conscience que la consommation d'objets était une consommation qui devait progressivement être un peu plus raisonnée. Vous avez aujourd'hui la moitié des ménages qui achètent au moins une fois d'occasion par an. Ça, c'est un usage traditionnel. Mais derrière cela, il y a en effet la volonté de gagner quelques euros, d'arrondir ses fins de mois, mais il y a aussi la volonté de préserver son environnement, de recycler des produits, d'avoir des produits uniques. Et ça, c'est présent dans l'usage du Bon Coin. Donc c'est un acte citoyen engagé. Alors ce marché, c'est un marché de l'occasion, vous le savez, on essaie de le chiffrer complètement. Alors moi, je vous ai chiffré ce qui était possible en transaction sur Le Bon Coin, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignes qui ont testé des concepts. On pense à Decathlon qui a testé le Trocathlon, on pense aussi à Orchestra qui a organisé des reventes d'objets de puériculture, des poussettes. Voilà. Aujourd'hui, tous les acteurs du retail font des tests
sur Le Bon Coin aussi. Par exemple, si on parle d'Orchestra, on parle aujourd'hui de 50 000 produits Orchestra présents sur Le Bon Coin. Donc des anciens clients d'Orchestra qui revendent leurs objets à destination d'autres utilisateurs. Alors comment nous, on répond à cette évolution? Parce que cette révolution, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Nous, on l'a accélérée peut-être, on l'a stimulée. Et maintenant, on essaie de la suivre aussi. Parce qu'évidemment, il y a des tendances qui émergent. La première chose, c'est évidemment Le Bon Coin, son ADN, c'est d'être hyper local. Et je vous ai parlé tout à l'heure des professionnels sur le site. Ils ont à peu près un poids de 10% des contenus sur Le Bon Coin. Il y a déjà 500 000 entreprises qui utilisent Le Bon Coin chaque jour pour vendre, pour recruter, pour mettre en avant leurs services. Ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais c'est utilisé comme une plateforme de vente, comme beaucoup de supports médias. Ensuite, nous, on a la conviction que notre ADN est un ADN de local, d'ultra-local, et que la géolocalisation, le fait de trouver un bien près de chez soi, est la base majeure du commerce de proximité. 80% des transactions aujourd'hui du Bon Coin se font dans un rayon de 30 km. Donc vous voyez, c'est quand même assez un élément. Par contre, il y a quand même 20% des transactions qui se fait à distance, et j'en parlerai tout à l'heure. L'autre élément, c'est comment on y répond, c'est notre proposition de valeur, notamment auprès de ces entreprises, c'est de leur proposer une audience et des utilisateurs qui sont des intentionnistes d'achat. C'est vrai que sur Le Bon Coin, il n'y a pas grand-chose à faire à part acheter ou vendre. Donc ce qu'on propose notamment à nos annonceurs et à nos clients, c'est de pouvoir cibler des utilisateurs qui vont acheter ou qui sont en train d'acheter. Et ça, c'est une valeur très importante, puisque là, vous pouvez capter vos clients en situation d'achat à un instant T. Et ça se fait évidemment à partir d'une donnée de qualité et une donnée structurée. Alors la qualité de nos données, mais peut-être que tout à l'heure on en parlera, parce que je vous laisserai évidemment la possibilité de poser des questions, c'est l'élément majeur d'un média comme le nôtre, d'une plateforme comme la nôtre. Aujourd'hui, les données de consommation et d'usage sur Le Bon Coin, ça a une grande valeur pour nos utilisateurs et pour nos clients. Ça nous permet de développer des nouveaux produits. Et ça a une valeur évidemment très importante pour nos clients parce que ça permet de faire évidemment ce que je disais, du targeting géolocalisé. Ça permet de cibler des intentionnistes d'achat, c'est-à-dire d'anticiper des comportements à venir, de prévoir que cet utilisateur va acheter ce projet, cet objet. Ça, c'est quelque chose, ce sont des technologies qui sont accessibles, qui n'étaient pas accessibles il y a quelques années, maintenant qui sont possibles et qui sont accessibles. Alors, si on regarde toutes ces tendances, la question c'est justement Le Bon Coin, ok, on est rentré dans le top 5 des sites les plus consultés, c'est super, on est entouré de gentilles entreprises américaines qui nous veulent toutes du bien, mais on est quand même le plus petit du top 15. On est la plus petite entreprise du top 15, c'est 600 personnes Le Bon Coin aujourd'hui en France. Donc comment on réagit à ça? Nous, on a encore 10% de croissance d'audience par an, c'est-à-dire que dans un an, on aura eu 2 ou 3 millions de visiteurs en plus chaque mois. Donc comment on fait pour satisfaire, capter ces nouveaux utilisateurs? Alors les axes de développement, ils sont assez évidents quand vous connaissez notre business. Nous, on pense que la transparence va être un élément essentiel de ce business. Alors quand je parle de transparence, ça veut dire évidemment transparence de l'acheteur et du vendeur, mais aussi de l'entreprise. Aujourd'hui, Le Bon Coin, vous savez que c'est une entreprise qui est installée d'ailleurs dans les locaux parisiens, pas loin d'ici, qui paye ses impôts en France, voilà, qui est structurée, etc. Et nous, on pense que ça a une importance pour les utilisateurs qui, clairement, doivent avoir l'assurance que derrière le support, il y a aussi une entreprise qui est transparente. Ensuite, il y a l'écoute du client. La culture du Bon Coin, c'est sûr que ce n'est pas le design le plus agréable, le plus beau, le plus sexy, attractif qui existe. Par contre, son ergonomie a toujours été pensée pour que le produit de nos utilisateurs soit roi. C'est lui la star. Ce n'est pas le design magnifique et orange qui est tout autour. Ce qui est important, c'est le produit de l'utilisateur. C'est pour ça que quand vous cliquez, vous arrivez tout de suite sur une liste de produits. C'est pour ça que vous pouvez accéder en un clic à la mise en relation avec l'acheteur.
et c'est lui qui est roi. Et donc nos clients sont rois, et donc toute la satisfaction de nos utilisateurs, c'est ce cercle vertueux qui est important pour nous. C'est ça qui alimente notre audience. Parce qu'aujourd'hui, faire bouger l'audience du Bon Coin, c'est très compliqué. Si je devais acheter des campagnes de communication, je pense que tous les supports médias seraient très contents. Mais j'aurais beaucoup de mal à faire bouger l'audience du Bon Coin parce qu'elle est très importante. On parle de 8 millions de Français chaque jour, on parle de 14 millions de visites, 8 milliards de pages vues par mois. Vous voyez, faire bouger l'audience, c'est très compliqué. Donc pour la faire bouger, il faut stimuler le cercle vertueux. Et le cercle vertueux, c'est le fait que nos utilisateurs disent du bien du Bon Coin. Un exemple de cela, ça c'est l'actualité de ces jours-ci. On vient de lancer un service qui s'appelle la messagerie, qui est une messagerie intégrée au Bon Coin, qui permet à un acheteur et un vendeur d'échanger directement dans l'application Le Bon Coin et de s'envoyer des messages. Ça, c'est une demande de nos utilisateurs depuis un petit moment maintenant, et elle fait déjà 1,5 million de messages par jour. Et ça, on le fait parce que notre stratégie, c'est de nous rapprocher de la transaction entre particuliers. On veut être plus présent dans l'acte de transaction. Donc la première étape, c'est de lancer la messagerie, et c'est en cours de déploiement. Enfin, sur toutes nos applications mobiles, c'est déjà le cas. Et la partie web, elle arrive la semaine prochaine. Ensuite, c'est la confiance. La confiance, c'est la base de la transaction entre particuliers. C'est grâce à ça que Le Bon Coin a émergé. C'est parce que les gens se sentent en confiance. Et ils se sentent en confiance, notamment quand ils font une transaction face à face, évidemment. Mais il faut qu'ils se sentent aussi en confiance quand ils font une transaction à distance. Donc évidemment, notre tendance, c'est de dire comment on fait pour réassurer ça. Est-ce qu'on doit donner plus d'informations sur le vendeur ou l'acheteur? Est-ce qu'on doit être plus interventionniste dans la transaction? Donc si on se projette vers 2018, ça veut dire, si on veut se projeter vers plus d'intervention dans la transaction, ça veut dire de mettre à disposition un moyen de paiement sur Le Bon Coin en 2018. Ça veut dire que quand vous achèterez un objet d'occasion, vous pourrez payer à travers l'application. Et ça paraît être un élément essentiel de la transaction entre particuliers parce que, en effet, le moyen de paiement peut être un moyen de frottement. Vous n'avez pas toujours le liquide pour payer le vendeur, vous n'êtes pas toujours très rassuré de donner un chèque de banque, etc. Si vous avez un moyen de réassurance de paiement, vous serez plus à l'aise pour faire cette transaction. Et notamment pour les 20% de nos transactions qui se déroulent à distance. Celles-là, évidemment, elles réclament d'avoir un moyen de paiement. Donc un moyen de paiement en ligne en 2018, on a déjà commencé à tester cet été ce moyen de paiement, et on l'a testé d'abord sur la location de vacances, qui est un marché sur lequel on a beaucoup grossi. Ça veut dire aussi, dans la sécurité, ça veut dire les profils utilisateurs. Alors ça, c'est un peu le tabou du Bon Coin. C'est pourquoi il n'y a pas de profil utilisateur. Jusqu'à il y a 2 ans et demi, il n'y avait même pas de compte sur Le Bon Coin. Il n'y avait pas de compte parce qu'on laissait un peu d'autonomie et de liberté et d'anonymat auprès de nos utilisateurs. Et d'ailleurs, quand vous leur posez la question, si je vous posais la question individuellement, vous seriez parfaitement hypocrite. En tant que vendeur, vous diriez non, moi je veux bien garder l'anonymat. Mais alors par contre, en tant qu'acheteur, vous seriez bah oui, moi j'aime bien les vendeurs qui ont un profil et sur lesquels je peux avoir de l'information. C'est exactement la même chose, hein. Nos utilisateurs, ils nous disent exactement ça. Quand ils sont vendeurs, ils veulent rien en fait. Et quand ils sont acheteurs, ils veulent bien de l'information. Donc nous, notre rôle, ça va être justement de donner un peu plus d'informations, parce qu'on connaît quand même un certain nombre de comportements de nos utilisateurs. On a déjà dans nos bases 40 millions de Français qui nous utilisent tous les ans. Donc on peut identifier leur comportement et donner un peu plus de transparence et d'assurance dans la transaction. Donc ça, c'est ce qu'on fera aussi au courant de l'année 2018. On a déjà commencé à intégrer des informations sur le sujet. Et puis, c'est vrai que puisqu'on se rapproche de l'intermédiation à travers la messagerie, puisqu'on garde les utilisateurs dans la messagerie, on va intégrer un moyen de paiement dans cette messagerie. Eh bien, ce qu'on pourrait éventuellement derrière intégrer, ça serait évidemment un jour la livraison. Ça, c'est complètement prospectif. Je le jette sur la table. Ne le dites pas à mon actionnaire, mais clairement, ça serait assez logique que l'étape d'après, ça soit le fait de pouvoir livrer. Parce que ça aussi, c'est un frottement dans la transaction.
Donc couvrir toute la chaîne de valeur. La mise en relation, le paiement et ensuite la livraison. Tout cela étant évidemment optionnel. Nous, on veut laisser nos utilisateurs en toute liberté de choisir ce qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préfèrent faire une transaction comme ils le font aujourd'hui, face à face, ou est-ce qu'ils préfèrent avoir une possibilité de faire une transaction complète de A à Z avec des services qui sont adaptés à, en gros, un e-commerçant. Alors, tout ça, c'est possible parce qu'on pense que c'est basé sur des tendances de consommation qui vont s'accélérer. Et c'est pour ça qu'on se rapproche de la transaction, parce qu'on pense qu'il y a un élément important du quotidien des Français qui est en train de changer. D'abord, la consommation qui a du sens, c'est un phénomène qui s'accélère. Le rapport au produit est en train de changer. Je pense qu'individuellement, vous êtes tous déjà dans cette situation-là, qui est que vos objets usagés, vos objets qui ne servent plus, vous n'avez pas envie de les jeter. Vous avez envie de les donner, vous avez envie de les vendre, mais vous avez envie qu'ils continuent leur vie et que ce n'est pas un simple acte de « c'est pas grave, je vais le jeter et puis j'en prends un autre ». Vous n'êtes plus comme ça. On est tous en train de changer sur ça. Je pense que vous voulez être maître de votre consommation, être plus réfléchi par rapport à ça. Et ça, c'est une consommation plus logique et qui est plus vertueuse pour, évidemment, l'environnement. Dans ce sens-là, on a, il y a quelques mois, développé aussi, on s'est dit, mais comment on allait traiter le neuf? Parce que c'est vrai que sur Le Bon Coin, vous avez des objets d'occasion, vous en avez 28 millions, vous avez quelques objets neufs, mais on couvre très bien l'objet d'occasion, mais pas le neuf. Et on s'est dit, nous, notre rôle, c'est d'accompagner le consommateur et de trouver les meilleures affaires. Et pour trouver les meilleures affaires, si on devait faire un concept produit, ça serait plutôt un comparateur de prix. Et donc on a lancé un site qui s'appelle le Dénicheur, qui est un comparateur de prix, qui a lui vocation à être exhaustif. C'est assez ambitieux. C'est-à-dire de pouvoir classer les produits neufs, hein, des téléphones, des produits de mode, etc., par le prix, et d'avoir vraiment celui qui est le moins cher en tête. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les comparateurs. Il n'y a pas beaucoup de comparateurs aujourd'hui qui permettent ça. Donc le principe du comparateur, c'est d'être exhaustif, d'être impartial, voilà, et d'être capable de donner une information d'expert. C'est-à-dire si vous voulez avoir exactement le nombre de gigas dans votre ordinateur, eh bien, on vous le décrit, etc. Donc ça fait partie de notre offre en disant comment on fait pour compléter notre offre d'occasion avec l'offre neuve. Et enfin, je vais finir, avant de répondre à vos questions, sur des tests que nous, on a fait pour justement savoir comment le Bon Coin était capable. Est-ce que le Bon Coin devait se rapprocher du monde physique, du monde réel? Donc on a fait quelques tests que je vais partager avec vous, qui sont des tentatives. Je ne dis pas que demain j'ouvrirai des chaînes de partout, mais on a fait quelques tests et quelques tests intéressants. La première chose, c'est qu'on a ouvert un appartement éphémère l'année dernière, un mois, où on s'est installé dans un quartier parisien pour vendre justement des objets d'occasion. Bon, on a été débordé par le sujet, mais c'était assez intéressant de voir, notamment de capter les retours de nos utilisateurs sur justement la vente entre particuliers. Notamment, ça nous a fait pas mal accélérer sur le principe de mettre des moyens de paiement. Parce que dans les discussions qu'on avait avec ces utilisateurs-là, qui n'étaient pas des utilisateurs captifs pour nous, ils étaient assez demandeurs là-dessus. On a testé aussi un pop-up store à Grand Train l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu cette formidable expo Grand Train où ils exposaient des trains incroyables, etc. On avait pris un pop store pareil dans Grand Train et on a été aussi un peu débordé, même si on était un peu mieux structuré. Ensuite, on a fait des tests à la braderie de Lille, mais le dernier qu'on a fait, c'était avec l'enseigne Auchan. On a pris une dizaine de pop-up stores dans des Auchan, justement, autour d'animations dans les centres commerciaux, justement pour présenter le Bon Coin et essayer aussi de présenter le Bon Coin d'une manière un peu différente de d'habitude. C'est vrai que souvent, les gens soit s'arrêtent au design, soit se disent « bon, derrière l'entreprise, le Bon Coin, en fait, il n'y a pas d'entreprise, ça doit être 4 jeunes mecs dans un garage qui doivent être en train de bricoler ça ». En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Et pour nous, c'était l'opportunité de créer un peu plus de proximité et aussi d'empêcher la marque de se refroidir.
Voilà. Donc, c'était un test assez intéressant et je pense qu'on continuera à tester des présences physiques parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis, la plupart des sites e-commerçants testent des présences physiques. Et parce qu'un jour, on devra gérer des problématiques, on sait, de livraison, etc. et qu'il faudra avoir des supports clients, etc. Donc ça, c'est un moyen pour nous de nous préparer à cela. Voilà, donc pour conclure, je pense que vous l'avez vu, le marché de l'occasion, comme nous on le voit, c'est un marché qui va s'installer durablement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que ce qui se passe depuis 10 ans en France, mais dans d'autres pays européens, que ces marchés-là vont baisser. Au contraire, on va être dans une phase d'accélération. Pourquoi? C'est parce que nous tous, nous sommes concernés par une consommation plus utile, plus raisonnée, voilà, par l'obsolescence des produits. Ça fait partie de notre quotidien. Que pour répondre à ça, à cette tendance-là, nous, on a la conviction que Le Bon Coin doit évoluer d'une mise en relation simple à proposer une réassurance complète de la transaction, de la messagerie pour sécuriser les échanges, du paiement et peut-être un jour de la livraison. Voilà. Et que ça se base vraiment sur une volonté de nos utilisateurs de consommer de manière plus véritable, plus sincère et plus efficace. Voilà, je vous remercie et puis je vais... Merci Antoine. On peut l'applaudir. On va passer aux questions-réponses. C'est intéressant. On a vu pendant 3 jours ce rapport entre les historiques du retail qui maîtrisent le brick and mortgage, tester toutes les solutions digitales et les natives comme vous, Le Bon Coin, qui sont maintenant en train de tester les magasins en réel. C'est une évolution et c'est d'ailleurs tout ce qui rassemble ici ces 3 jours fabuleux d'échanges qu'on a pu avoir tous ensemble. On va passer donc aux questions-réponses. Je pense que vous avez beaucoup de questions à poser à Antoine. Alors n'hésitez pas, vous levez la main, on va vous apporter un micro. N'ayez pas peur. Voilà. Si vous pouvez vous lever et Bonjour. vous présenter, s'il vous plaît. Cécile Delettré, Business France. Donc, dans mon cas, je voulais savoir quelle était votre stratégie pour l'international, puisque vous avez présenté votre présence à l'étranger avec des dénicheurs. Donc, qu'est-ce qu'il en est sur votre développement à l'étranger? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on appartenait à des Norvégiens. En fait, le développement international se fait depuis Oslo. On est présent déjà dans 25 pays dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et dans l'Europe. Et aujourd'hui, Le Bon Coin, dans cette galaxie, de loin le plus gros, et un peu le modèle de business model et le modèle à suivre. Mais en tout cas, il n'y a pas de volonté des équipes de France de sortir de France. Et concernant le dénicheur, c'est un concept qui vient de Suède, qui est piloté aussi par la Suède et qui a un grand succès en Suède déjà, qui a sorti la plupart des acteurs de comparateurs de prix déjà en Suède. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Très bien, vous êtes équipé déjà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Astrid, société Plot Project. Je voulais savoir un peu plus sur votre stratégie de monétisation, notamment auprès des commerçants. Et notamment, vous avez parlé de la data comme étant un élément très important, notamment la géolocalisation pour apporter des informations intéressantes. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous proposez aux commerçants là-dessus? Alors, concernant les commerçants, nous, notre approche, ça a été de développer, pour l'instant, on l'aborde d'une manière principale, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'on a développé une interface où vous pouvez acheter vous-même de la publicité. Hein. C'est une interface qui... Je ne vais pas la comparer à AdWords parce qu'il ne faut jamais comparer ça à Google, mais c'est une interface très simple où vous pouvez, quand vous êtes commerçant, dans une catégorie, acheter des clips avec votre carte bleue. Ça vous prend 2 minutes, il n'y a besoin d'aucune expertise. Voilà, donc ça, on l'a développé, on le teste déjà depuis 1 an et demi. Il y a déjà 3-4 000 bêta-testeurs qui le testent pour nous. Et on va industrialiser cette offre-là dans les prochains mois. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe plus data, qui est de dire, en fait, quand vous achetez de la publicité sur Le Bon Coin, aujourd'hui, vous achetez de l'audience d'utilisateurs qui ont un comportement à un instant T. Ça, c'est déjà très bien, c'est très performant en termes de publicité, et puis c'est intéressant. Mais c'est plus intéressant de cibler aussi des intentionnistes d'achat. C'est-à-dire ceux qui vont le faire ou ceux qui sont en train de faire des recherches parce qu'ils vont basculer dans l'acte d'achat.
et ça, c'est ce sur quoi nos équipes sont en train de travailler, c'est de pouvoir détecter, par exemple, quand vous allez acheter une voiture, mais le détecter pas à l'instant T, le détecter des semaines avant. Pourquoi? Parce que votre comportement a déjà commencé à changer et que vous êtes déjà dans un mode de recherche d'informations. Donc aujourd'hui, dans les tests qu'on fait, on arrive déjà à avoir de l'intelligence là-dessus. Et ça va être notre axe de développement des 2 prochaines années, de pouvoir être capable de proposer des offres qui nous permettront de cibler des intentionnistes d'achat. Voilà. Et puis dernièrement, sur la géolocalisation, aujourd'hui nos applications, elles proposent toutes de la géolocalisation par défaut. Et évidemment, pour un annonceur, de pouvoir être capable de cibler la zone de chalandise, c'est quelque chose qui est déjà possible. Donc on peut imaginer demain qu'un magasin de puériculture puisse cibler à un instant T des femmes enceintes sur le bon coin dans leur zone de chalandise. Et ça, on ne parle pas de révolution, on parle de délai de quelques semaines, quelques mois pour nous. Merci. D'autres questions dans la salle? Est-ce que je vois un bras se lever? Merci. Bonjour, David Batz de 200 e-commerce. En tant qu'utilisateur de Le Bon Coin, j'ai toujours été frustré de ne pas avoir accès à une recherche avancée et de ne pas avoir non plus accès à des filtres de recherche. Par exemple, si on cherche iPhone, on va retrouver des gens qui mettent iPhone comme mot-clé. On se retrouve à devoir trier nous-mêmes parmi les pages de Le Bon Coin. Je voulais savoir si vous travaillez à une meilleure solution à ce niveau-là. En effet, je pense que vous avez raison. Ce n'est pas la chose qu'on faisait le mieux. Jusqu'à il y a quelques années, en interne, on se disait finalement taper iPhone, le fait que vous ayez des coques iPhone, c'était pas gênant dans les résultats de recherche parce qu'en fait, peut-être qu'en effet, vous voulez bien une coque iPhone. Bon. Et puis on se disait, ça fait aussi partie du cercle vertueux, vous découvrez d'autres univers et donc voilà. Bon. On a changé évidemment d'avis sur ça et aujourd'hui on teste un moteur de recherche. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans les utilisateurs, les bêta utilisateurs, mais il y a déjà sur nos applications iOS je crois et une partie Android, on fait des tests pour que notre moteur de recherche soit plus fin là-dessus. Et donc je pense que cette difficulté sera levée parce qu'en fait on vous fera des suggestions dans le moteur et il n'y aura plus d'ambiguïté sur la coque d'iPhone ou l'iPhone 6. Donc ça c'est en train d'être réglé. Et ensuite, il y a la question d'être un peu meilleur justement sur nos filtres. Et ça, c'est un usage qui, à mon sens, disparaîtra. Parce que je pense que la saisie moteur va complètement remplacer la partie critères et de recherche. Et pour nous, pour l'instant, on la laisse, mais l'investissement qu'on souhaite faire, c'est principalement sur le moteur et on le fera. Il est déjà en bêta-test et je pense que d'ici 12 mois, il sera mis en production. Très bien, merci. D'autres questions? Non? Une fois? 2 fois? N'hésitez pas. On n'a pas tous les jours Antoine sur scène. Monsieur. Bonjour, Vianney Dubois. Est-ce que vous pensez, comme on l'a vu dans différentes conférences, que la vidéo aujourd'hui est de plus en plus présente? Est-ce que vous pensez que dans les mois prochains, la vidéo va prendre une part plus importante dans les annonces, pour certains types d'annonces comme les véhicules et choses comme ça, sur Le Bon Coin? Alors c'est une question qu'on se pose aussi depuis un petit moment. En fait, la réponse pour Le Bon Coin en sens large, c'est qu'a priori, imaginez que la vidéo va remplacer l'image classique sur tous les biens de conso, on ne pense pas que ça sera le cas. La question se pose dans 2 secteurs d'activité. Il se pose la question sur l'immobilier et la location de vacances, et se pose la question sur l'automobile. On a regardé d'autres expériences dans le monde entier qui ne sont pas des francs succès sur le sujet, principalement parce que, comme c'est l'utilisateur qui filme, la qualité en général, elle est assez moyenne. Et ensuite, c'est pas facile à modérer et à contrôler. Parce qu'aujourd'hui, les images, vous avez des systèmes de reconnaissance d'images, des algorithmes qui permettent de contrôler les images. Par contre, une vidéo, les technologies n'existent pas, ou pas bien, elles ne sont pas très performantes. Ce qui fait qu'en termes de contrôle de qualité, vous avez des problèmes. Donc, en gros, je pense qu'on a du temps. Mais sur ces 2 secteurs d'activité, notamment sur l'immobilier qui me semble plus prioritaire que l'automobile, je pense qu'on fera des évolutions nous, dans quelques mois. Peut-être pas de la vidéo, mais en tout cas, on va s'en rapprocher. Mais la question de la vidéo est un sujet, mais sur la transaction, c'est pas évident, parce que le producteur de la vidéo
bah, c'est vous et nous, et on ne peut pas dire qu'on soit les meilleurs réalisateurs de vidéos. Donc, bon, déjà en image, c'est pas toujours fabuleux. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Soulon Hack. Je voulais savoir si vous avez un avis par rapport à l'arrivée de Facebook Marketplace. Bonne question. C'est une bonne question. C'est pour ça que tu as les chaussures bleues? Non, non, pas du tout. Non, mais tu aurais dû avoir les chaussures oranges comme moi. T'étais là avant que, t'étais là à l'académie, non? C'est ça. Bah, c'est sûr que de voir arriver Facebook sur son marché, c'est pas le truc le plus sympa qui puisse nous arriver. Donc on prend ça extrêmement au sérieux. Après, c'est pas non plus la panique parce que c'est leur troisième tentative. Donc ils réessayent, ce qui montre quand même leur intérêt. Donc c'est pas une très bonne nouvelle. Ils réessayent. Après, nous on se dit bon, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est de satisfaire nos utilisateurs. Donc si on a la meilleure expérience utilisateur produit, si on se rapproche de la transaction, la barrière à l'entrée va monter. Donc peut-être qu'ils vont investir énormément et ils ont envie de capter ce marché, mais on ne va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire et je pense qu'aujourd'hui, ils vont arriver, ils vont faire grandir le marché. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui sont arrivés. Nous, on va continuer à grossir, au moins 10% cette année. Donc ensuite, on va se défendre et on se défendra par le produit, par la marque et par la transparence. Voilà. Donc c'est sur ça qu'on va... Toutes les évolutions qui sortent en ce moment, ce n'est pas des évolutions complètement anodines. Lancer une messagerie, la messagerie elle va faire 3 millions de messages jour. Ça va être, voilà, donc c'est pour éviter qu'ils aillent sur d'autres messageries. Si on met la transaction, même chose. Vous voyez, donc le but, c'est vraiment de ramener les utilisateurs vers un usage du Bon Coin et pas qu'ils sortent et qu'ils aillent regarder d'autres plateformes. Et puis peut-être qu'il y aura aussi un sentiment citoyen de se dire qu'une boîte qui ne paye pas beaucoup d'impôts en France, eh bien, par rapport à une boîte qui paye des impôts en France, elle, peut-être qu'il vaut mieux utiliser celle qui paye des impôts en France. Voilà. Peut-être que ça va arriver un jour. Vaste sujet. D'autres questions peut-être? Une dernière, monsieur, madame là-bas, partout. Alors on fera les deux dernières questions. Bonjour, Juliette Runel de l'usine digitale. Pour ce qui est du paiement, quel est le business model envisagé? J'imagine peut-être une commission, et quel est le calendrier prévu? Et est-ce que vous travaillez avec un partenaire ou c'est interne? Alors, le business model il est en cours de travail. Il y a plein de business models possibles. Probablement que le modèle à commission est le plus simple et le plus évident. Donc, je pense qu'on va certainement aller dans cette direction-là. Pour info, ce qu'on essaie de tester en ce moment sur la location de vacances, c'est un modèle complètement disruptif. C'est-à-dire que par exemple, on est gratuit. Donc on essaie de voir, puisque vous savez que nous, on casse les codes. Notre spécialité, c'est on casse les règles du marché. Donc en fait, s'il y a une règle sur un marché, on va essayer de la casser. Donc par exemple, sur la location de vacances, on le teste en gratuit et on va regarder ce qui va se passer. Ensuite, sur le choix du prestataire, on est en finale aujourd'hui. Il y a 2 prestataires qui sont en balance et donc on va faire notre choix d'ici quelques semaines et ça sera annoncé. Voilà. Donc on a besoin de s'appuyer sur quand même un prestataire qui soit assez costaud parce qu'on ne s'attend pas à avoir 3 transactions par jour, quoi. Ça va être assez volumineux et donc il faut être assez solide et donc on a besoin de quelqu'un qui a déjà géré ça. Et le calendrier, tout à l'heure j'ai parlé du premier semestre 2018, mais on a déjà testé cet été la transaction avec la location de vacances. Donc j'aimerais bien qu'on tienne le premier semestre 2018. Je ne sais pas s'il y a mes équipes qui sont là, mais premier semestre 2018. Voilà. Vous êtes prévenus. Elles sont prévenues, elles le savent déjà. Merci. La dernière question, si vous pouvez vous lever qu'on vous apporte. Vous avez déjà le micro, très bien. Alors bonjour, moi c'est Annette. Alors j'aimerais savoir comment vous faites pour empêcher les fausses annonces, les arnaques Alors, sur le Bon Coin. On a aujourd'hui 800 000 annonces déposées par jour. On en refuse à peu près chaque jour 10%. C'est-à-dire qu'on refuse entre 80 et 100 000 annonces par jour. En fait, on fait plusieurs choses. La première chose, c'est que toutes les annonces que vous déposez, elles passent toutes dans un algorithme de contrôle où il y a 60 filtres voilà, et qui apprend en plus au fur et à mesure. Voilà, donc ça gère la très grande majorité des annonces. Et puis ensuite, quand on a un doute,
il y a un contrôle humain. Et après, c'est sûr que ça peut passer à travers les mailles du filet. Donc quand ça passe à travers les mailles du filet, vous avez nos utilisateurs qui signalent un abus sur les annonces et qui signalent les annonces. Voilà. Donc on a pas mal de contrôle au fur et à mesure de la chaîne et les utilisateurs sont pas mal informés pendant ce dépôt-là. Merci beaucoup, merci Antoine, on peut encore l'applaudir. Merci. Voilà, je vais conclure cette grande plénière du Paris Retail Week. Des débats passionnants, des keynotes de très haut niveau, des intervenants divers et variés et toujours très très qualifiés. Je vais remercier l'équipe du Paris Retail Week de Comexposium de m'avoir fait confiance déjà pour présenter ces 3 jours. Et merci à vous tous d'être venus très nombreux. Merci à toute l'équipe de régie, les cadreurs, le son, toutes les personnes qui ont permis de retranscrire aussi. Vous pourrez retrouver en ligne toutes ces conférences, toutes ces keynotes, bien évidemment, et sur YouTube également, sur la chaîne YouTube de Paris Retail Week. Merci beaucoup. À l'année prochaine, évidemment. Et ciao! Just what you want me to be.